Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre patience. Nous allons commencer sans plus tarder. Voilà, on avait 60 inscrits, vous êtes une quarantaine présents. Je pense que c'est un record. Je pense que voilà, ça n'avait pas été atteint jusqu'alors, donc c'est une soirée déjà mémorable pour ça, mais qui va être encore plus mémorable. Je serai bref parce qu'on a des intervenants d'extrême qualité qui vont nous donner du contenu à très haute valeur, que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première, et je suis très très content qu'ils soient là et elles soient là. En deux mots, c'est un événement organisé par le Club Innovation. Le Club Innovation est un des nombreux clubs business de Rennes School of Business Alumni. Nous avons d'ailleurs des représentants du club marketing, du club vente aussi ce soir, et d'autres clubs. Voilà, le Club Innovation n'a qu'une seule règle et 4 objectifs. La première règle du Club Innovation, c'est qu'il faut parler du Club Innovation. Donc parlez-en autour de vous, invitez les gens aux événements. D'ailleurs, ça marche plutôt bien. On est très contents de ce soir. Voilà, on est là pour en fait réunir les personnes qui pratiquent l'innovation au quotidien dans leur métier de multiples manières. 177 personnes alumnies et non alumnies à ce jour qui ont fréquenté nos événements et qui mettent en avant les initiatives et les bonnes pratiques de leurs entreprises, qui réunissent une communauté de praticiens pour échanger, discuter et qui voilà, en fait, viennent nous proposer à chaque fois de la valeur, du retour d'expérience, des théories, des modèles pour nous aider, nous innovateurs que nous sommes toutes et tous dans nos métiers respectifs. On a déjà fait plein d'événements, dont ces deux-là sont disponibles sur YouTube. Donc quand vous aurez les slides, parce que vous aurez les slides, n'hésitez pas à cliquer là-dessus pour lancer la vidéo et pouvoir revisionner. Il y a aussi, tiens, je vous la rajouterai, il y a aussi la vidéo de Growth Hacking qu'on avait fait avec Vincent, qui est disponible sur la même chaîne. Et par ailleurs, on vous en parlera un peu. Il faut déjà noter dans vos agendas de revenir, puisqu'on va parler de l'innovation frugale et responsable le 19 avril, et qu'on viendra parler de start-up et de pitch deck le 31 mai. Mais tout ça, ça sera pour plus tard, puisque maintenant, il est temps de parler de vente, de marketing automation et de performance. Je vous demande d'applaudir Maxime qui a organisé cette soirée. Merci Rémi d'avoir organisé en tout cas tout ça aussi. Je pense que la moitié des gens qui sont dans cette salle, c'est grâce à Rémi. Donc un grand merci de t'être impliqué. En effet, le club d'innovation, c'est 4 personnes qui s'investissent pour créer des événements comme celui-ci. Il y a forcément Rémi qui est à l'origine de la création du club, il y a Pierre, il y a Manon et moi-même. Aujourd'hui, c'est un événement autour de la French Tech. L'idée, c'est de pousser un petit peu les sujets autour de la tech. Aujourd'hui, on a le plaisir d'inviter, en tout cas de recevoir 4 intervenants d'exception issus de la French Tech. Déjà, par vote à main levée, qui a entendu parler du mot French Tech ou FT120 ? Ok, pas mal. En effet, tout le monde est à peu près au courant de qui sont ces acteurs aujourd'hui présents devant vous. Pour un rappel, la French Tech, c'est un classement de 120 entreprises françaises. L'idée, c'est une initiative qui a été lancée par l'État en 2019. C'est un accompagnement auprès des startups françaises les plus ambitieuses, celles qui ont la plus grosse croissance et celles qui ont l'ambition de devenir un leader technologique en tout cas au niveau européen. 120 startups, ça se décompose en 2 grandes catégories. Le Next 40. Le Next 40, ce sont 40 entreprises avec la plus forte croissance. Il y a 2 critères pour y être. Il faut être une licorne. Une licorne, c'est-à-dire qu'on a une valorisation estimée à plus d'1 milliard d'euros. Et ensuite, ce sont des startups qui ont levé en tout cas, supérieur à 100 millions d'euros entre 2020 et 2022. On parle de 120 entreprises, du coup, il en reste 80. Ces 80 autres entreprises qui composent ce classement, elles sont sélectionnées selon 2 critères. Il faut être en hyper-croissance, c'est-à-dire plus de 25% par an. Il faut avoir levé plus de 40 millions d'euros pendant l'année. Aujourd'hui a été publié, en tout cas ce mois-ci a été publié le classement French Tech 120 et on observe des choses assez cool. Honnêtement, en termes d'impact, on peut dire qu'aujourd'hui la France est devenue le premier pays européen où on attire le plus d'investisseurs internationaux. Première chose. Et deuxième impact, aujourd'hui on est capable de dire que 3 Français sur 5 utilisent au moins une fois par mois un service issu de la French Tech. Et quand on dit un service, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est des services que vous utilisez au quotidien. Prendre un rendez-vous sur Doctolib pendant notamment le Covid, c'est aussi covoiturer en plein placard, c'est acheter un vêtement de seconde main sur Vestiaire Collectif. Et le petit clin d'œil à Laurent Ritter, c'est aussi se divertir sur son téléphone avec des jeux mobiles. Petit clin d'œil parce que Laurent Ritter est le CEO de Voodoo et alumni RSV. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de French Tech. L'idée, c'est qu'elles sont particulièrement remarquables par leur croissance. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de s'immerger au sein de ces entreprises et de comprendre pourquoi et comment elles font pour grandir aussi vite.
Et tout commence par déjà identifier un marché. Avant de mettre de cible des clients, il faut savoir si l'opportunité en vaut la peine. Et je vous propose d'accueillir Charles. Vous m'entendez là, c'est bon? Cool. Bonsoir, merci Maxime, super pitch. Franchement, ça donne envie de bosser dans une boîte de la French Tech. Très rapidement, avant de vous expliquer un peu ce que sont les stratégies de partenariat chez Silver, moi, avant de rejoindre une de ces entreprises-là, j'ai bossé dans des boîtes plus classiques et je suis passé ensuite en fonds d'investissement, donc en VC, dans un premier temps dans un réseau de business angel qui s'appelle PBA. Et dans un second temps chez Partech, qui est un fonds de VC assez connu en Europe. Pourquoi je me suis retrouvé dans une entreprise de la French Tech et dans la tech et dans l'entrepreneuriat, etc. Parce que moi, mon objectif à moyen long terme, c'est de monter une boîte. Et je me suis dit à chaque fois sur chacune de mes expériences pro, quelle est celle qui peut me donner la meilleure courbe d'apprentissage pour le faire. Et en fait, après les fonds d'investissement qui permettent de donner une vision assez intéressante de ce qu'est de monter une boîte, parce qu'on est d'un côté investisseur, donc on passe du temps à analyser, etc., à voir. Je me suis dit que ça pouvait être pertinent d'aller voir comment on faisait vraiment sur le terrain et de façon opérationnelle. Et donc j'ai rejoint en fait Silver au tout début, juste après la levée de seed, donc la phase d'amorçage, en tant que 5e employé. Pour en fait démocratiser l'accès au financement pour les entreprises du digital. Silver, qu'est-ce que c'est? C'est du database financing, c'est du financement grâce à la data. En gros, on vend de l'argent. Mais on vend de l'argent d'une façon assez différente que ce qui est fait aujourd'hui par rapport aux banques, puisque on va venir récolter de la data chez nos prospects, chez nos clients, et grâce à ça, on va pouvoir leur proposer du financement, un financement que l'on propose tous les mois et qui est un montant flexible, et on propose surtout en 24 heures, très rapidement. Voilà. Donc Silver, c'est une entreprise qui existe depuis 3 ans, qui a été créée à Paris, qui a des bureaux aussi depuis peu à Berlin. On est une équipe un peu plus d'une centaine de personnes maintenant. On a levé donc un gros montant d'argent. Alors il y a 2 choses. On lève pour nous en tant que start-up pour se développer au opérationnel, et on lève aussi pour prêter à nos clients. Comme on fait ce business-là de prêter de l'argent, bien évidemment on doit lever ça. Donc au global, on a levé un peu plus de 240 millions et on est accompagné par des VC français, donc Xange, IFM, BPI, Euraseo et Isaïe. Et on compte quelques clients, de nombreux clients aussi français, peut-être que vous connaissez d'ailleurs, si vous aimez le poisson, vous l'avez. Voilà, on peut switcher. Et donc, moi je suis arrivé chez Silver pour lancer une business unit. En fait, on finançait que les e-commerçants à l'époque. Le but c'était de financer aussi les business models récurrents. Donc, j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an après avoir créé l'équipe. Et ensuite, j'ai switché vers un rôle beaucoup plus sur la gestion des partenariats. Parce que pour Silver, c'était très stratégique de se rajouter ce levier-là d'acquisition. Aujourd'hui, à l'époque, on avait le marketing, donc comme canal d'acquisition. On avait aussi ce qu'on appelle le growth, donc de pouvoir aller chercher directement les clients à travers du call calling, du call mailing ou autre. Et en fait, le partenariat, c'était ultra stratégique pour nous pour passer à l'échelle. Donc c'est ce que je vais vous raconter là sur ces quelques slides, en 4 points. Donc tout d'abord, pourquoi un partenariat est pertinent, donc savoir l'identifier sur un marché. Ensuite, une fois qu'on l'a identifié, comment on fait pour le connecter, comment on fait pour rentrer en contact avec lui, quelles sont les personnes en face qui vont pouvoir nous répondre et trouver ça pertinent. Une fois qu'on leur parle de pouvoir négocier cette stratégie, et derrière, une fois que c'est mis en place, d'itérer et de maximiser le ROI de cette stratégie. Donc, en premier point, identifier l'opportunité de marché. Si tu peux j'ai mis pas mal de wording pour que vous ayez la presse après et que vous puissiez l'utiliser chez vous. Voilà. Donc, identifier, ça veut dire quoi? C'est comme quand on fait une boîte, on fait une analyse en fait de marché, on se dit ok, quels sont les différents acteurs, qui sont ceux qui peuvent être pertinents pour le produit que j'ai par rapport à leur produit. En fait, par rapport à ça, je préparais des business plans, je préparais des pitch decks,
et je vais faire en fait ma taille de marché. Comme quand une startup se lance, elle se dit j'ai une taille de marché. Voilà, c'est pareil. Et je vais identifier différents acteurs. Moi, ma verticale, c'est tout ce qui est fonds d'investissement, accélérateur, banque d'affaires, etc. Je vais identifier ces acteurs-là et je vais faire des tiers 1, tiers 2, tiers 3. Vous verrez sur les 4 prochaines slides, il y a un use case précis. Là, c'est celui d'un broker, donc d'un courtier en fait de financement. Et ce courtier, voilà, il a 1200 clients. Sur ces clients, combien je pense pouvoir en adresser 50%. Taux d'engagement 10%, c'est je pense que sur ces 50%, avec les actions qu'on va mettre en place, avec la ferveur que j'ai de mon partenaire, je vais pouvoir en convertir 10%. Et derrière, ça me fait un BP. En fait, c'est 50% de 2200, puis 10%, et lissé sur l'année, ça me fait 5 clients par mois. Et en fait, ce résultat, il est hyper important, parce que ça va pouvoir le classer dans mes tiers. Tiers 1, tiers 2, tiers 3, en fonction du nombre de clients que ce partenaire va me rapporter, je vais pouvoir dire, ok, c'est un tiers 2. Et ben voilà, là, ce broker-là, c'est un tiers 2. Et ben, pour les tiers 2, j'ai prévu toute une stratégie qui va relier au produit, à la tech, au marketing, etc., avec aussi des contrats d'apport d'affaires. Et je vais pouvoir lui dire à ce partenaire, voilà, voici ce que je te propose. Donc, j'ai analysé ce broker-là, il est intéressant, mais il faut encore que je parle à la bonne personne. Et donc, tout pareil, ça c'est encore un travail qu'on fait en interne, c'est de cartographier l'organisation, de savoir qui sont les différents stakeholders avec lesquels on va discuter, et d'essayer de trouver un moyen d'avoir ce qu'on appelle des champions en interne. Un champion en interne, c'est quelqu'un qui va être supporter de l'idée, supporter du partenariat, et qui va pousser soit au COMEX, soit auprès des équipes, l'idée du partenariat. Et donc c'est très important de faire ce qu'on appelle une power map, donc de retracer qui sont les différents membres de l'équipe, de savoir par où on arrive, et parfois on arrive par en bas, par en haut, parfois les deux en même temps, et derrière d'identifier ces champions. Une fois qu'on les a, on leur partage du coup le business plan, le pitch deck, enfin tout ce qui a été préparé en amont pour les convaincre et pour que eux à leur tour puissent convaincre les personnes en interne. Et donc suite à ça, qu'est-ce qui se passe? On s'est mis d'accord, c'est pertinent, mais c'est pertinent sous quelle forme? Et donc on rentre dans la logique de négociation et de mener et de se mettre d'accord sur à quoi va ressembler le partenariat. Donc, sur les phases d'itération en amont, on a préparé les plans d'action. Vous vous souvenez, la tech, le produit, le marketing. Et bien ça, on le push, on le met en avant et on essaye d'avoir un alignement entre les deux parties. Ok, toi tu vas mettre à disposition un process qui est comme ci, et toi tu vas m'aider sur la partie marketing qui est comme ça, etc. etc. Le but, c'est que chacun, on puisse y trouver son compte. Parce que c'est ça un partenariat, c'est tu m'apportes du ROI, tu m'apportes un retour sur l'investissement, temps, etc. sur ce partenariat, et moi aussi, il faut que tu y trouves de la valeur. Et donc, là, sur l'exemple des brokers, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous, donc, on vend de l'argent, donc on prend une commission sur l'argent que l'on prête. Et ben cette commission-là, on a décidé de la repartager une partie avec ses partenaires. Donc c'est pour ça qu'on a un modèle de revenu partagé, ce qu'on appelle un rev share. Voilà. En plus de ça, donc je parlais tout à l'heure de tech et de produits, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, un partenaire, très souvent, on a l'impression, on se met d'accord, on se serre la main, tu m'envoies un client, je t'envoie un client, et puis c'est tout. Et ça, c'est pas suffisant, parce qu'on est dans des typologies d'entreprises qui veulent vraiment passer à l'échelle et qui veulent automatiser un maximum de process. Et donc l'exemple que je vous ai mis sur la droite, c'est l'exemple de ce qu'on appelle une landing page associée à un self-sign-up. C'est des mots très anglais, hein, c'est la French Tech, je suis désolé, mais une landing page, tout simplement, c'est une page web sur laquelle on a l'explication du partenariat, l'explication aussi, la présentation des deux structures, et des petits boutons un peu partout pour dire « Ah, je veux du financement, je veux du financement ». Et en ayant cliqué sur ce bouton, vous tombez sur donc, le self-sign-up, qui est en fait un process de suivi tech où vous vous inscrivez, etc., etc. Et vous pouvez aller demander directement votre financement. Pourquoi c'est hyper important de mettre en place cette typologie de partenariat qui est liée à du produit? Parce que, ça permet de ne pas avoir une intervention humaine trop poussée, mais surtout, ça permet de traquer tout ce qui se passe.
Parce que derrière tous les liens, on a des outils de tracking qui s'appellent des UTM, qui nous permettent de dire, OK, bah, ce broker-là m'a envoyé 2000 leads. Sur ces 2000 leads, donc 2000 prospects, sur ces 2000 prospects, il y en a 1000, donc la moitié, qui sont venus me voir et qui ont dit, je veux du financement, et ainsi de suite. Donc ça permet de descendre tout le funnel. Et donc, c'est la dernière étape du partenariat, c'est une fois que c'est mis en place, une fois que toute cette tech-là, elle est prête, eh ben, ça tourne, et puis on commence à recevoir du flux. Et ce flux-là, bah, ça nous permet, donc, grâce aux UTM, grâce à la tech, de pouvoir traquer comment ça se passe et de partager ces résultats. L'idée, c'est quoi? C'est encore une fois de venir faire un suivi des actions, d'essayer de comprendre quelles sont celles qui fonctionnent, quelles sont celles qui ne fonctionnent pas, pour derrière venir les maximiser et te dire, voilà, on a remarqué que quand on avait fait un webinar, on avait eu un pic, on a remarqué que quand on a sur la landing page, on a changé 2-3 boutons, là, ça a amélioré le taux de conversion, etc., etc. Et en plus de ça, ça permet derrière de pousser aux partenaires les chiffres et de lui dire, bah voilà, grâce à toi, j'ai signé 52 clients. Ces 52 clients, ça représente X de partage de revenus pour toi. Je peux t'envoyer le mois prochain. On se met d'accord sur combien le timing sur lequel on va rétribuer la commission. Mais voilà, le mois prochain, tu sais que tu vas recevoir X de clients que tu m'as envoyés. Donc voilà, le but du partenariat, c'est pour résumer rapidement, ce n'est pas de se dire bon, on est copains, on se serre la main et puis quand je pense à toi, je t'envoie un deal et moi pareil. L'idée, c'est vraiment de se dire pourquoi nos deux produits ont des synergies, comment on fait pour mettre en avant ces synergies et comment on fait pour qu'il y ait un retour sur investissement de ton côté et de mon côté. Et que tout ça, on le traque, qu'on fasse un suivi et qu'on l'améliore dans le temps. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. C'est ça. Voilà.